Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Yann Bonne, ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures. M. Yann Bonne, bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir d'abord pour parler peut-être de cette petite polémique qui a éclaté dernièrement sur des propos qu'on vous a attribués, qu'on vous avait dit, vous auriez dit que vous avez sous-estimé le soutien dont aurait bénéficié Salah Abdeslam, le terroriste fugitif actuellement. Vous semblez sous-estimer ce soutien dont il aurait bénéficié au sein de la communauté musulmane. Alors certains ont crié à l'amalgame, à la stigmatisation de la communauté musulmane. C'était voulu ou bien c'était juste peut-être une mauvaise expression de votre part? Mais il y a toujours certains qui crient et qui veulent s'exprimer. Mais on doit entendre ce que j'ai dit. Et on ne doit pas me mettre des mots dans ma bouche que je n'ai jamais dit. J'ai toujours dit à plusieurs reprises et dans chaque interview qu'on ferait une erreur si on met une distinction entre la communauté musulmane et le reste de notre société. Et on doit ensemble, la part des gens de communauté musulmane qui acceptent notre société, qui veulent s'intégrer, qui veulent collaborer, on doit se mettre ensemble pour combattre ces petites minorités d'extrémistes et de terroristes. Ce que j'ai ajouté, ça c'est après qu'on n'a pas trop pu trouver Salah Abdeslam, ça c'est que le soutien, le support, mais toujours d'une minorité dans cette communauté doit être plus grande que moi j'avais estimé. Parce que si on peut se cacher aussi longtemps, ça veut dire que certaines personnes, une grande minorité, mais certaines personnes, ou une vraie minorité, doivent être au courant, doivent savoir et ne le disent pas à la police. Ça, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis convaincu qu'ensemble, la communauté musulmane, le plus grand parti du communauté musulmane et le reste de notre société doit combattre ces extrémistes violents, parce que je pense que la communauté musulmane, ce sont les premières victimes de ce qui se passe maintenant. On va revenir sur l'état ou bien les efforts de votre ministère et du gouvernement belge pour lutter contre le terrorisme ici en Belgique. Mais vous comprenez bien, monsieur le ministre, après certaines déclarations aussi, je me rappelle de celle, par exemple, de Bardo Wever, quand il a parlé des Berbères, de Theo Franken, le ministre de l'Asile et de l'Immigration, quand il s'est interrogé sur la valeur ajoutée des Marocains dans cette société, que certains se disent « ces ministres NVA, à chaque fois, ils ressortent ça, est-ce qu'ils le font exprès ou bien c'est… » Mais je veux tout comprendre, mais pas des choses que je n'ai pas dit. Quand j'étais au Parlement avec Philippe de Winter, que j'étais, toute la communauté musulman m'a félicité et ça venait de mon cœur. C'était pas joué, c'était ma conviction. Donc on ne change pas de conviction chaque semaine. Donc je le rappelle, monsieur le ministre, c'était le jour où vous avez remis à sa place monsieur Philippe de Winter, oui, le député de l'extrême droite, quand il a estimé que le Coran était la source du mal. Voilà. Et là, vous l'avez vraiment remis à sa place. Voilà. Et même l'hémicycle, tous l'hémicycle, les parlementaires, toutes tendances confondues, vous ont applaudi. Parfois, quand on est ministre néerlandophone, parfois, quand on, peut-être, je ne veux pas, quand on ne maîtrise pas très bien le français, est-ce que ça arrive ce genre de petit dérapage langagier? Ça arrive, mais aussi en Flandre, l'opposition joue le jeu et ils prennent quelques phrases ou quelques mots d'une phrase de leur contexte et ça donne à ce moment-là une autre explication. Donc je pense que c'est ici le jeu de l'opposition vis-à-vis de la majorité, mais je pense que les choses sont trop importantes pour jouer des jeux là-dessus. Alors on va revenir sur l'état de la ministre de la Sécurité et des Affaires intérieures. Après ce qui s'est passé, monsieur Yann Bonne, est-ce que notre pays est sûr? Si vous me demandez si je peux garantir à 100% que nous sommes sûrs, je ne peux pas. Et je pense que personne dans le monde entier peut dire ça aujourd'hui. Le monde a changé, il y a cette menace terroriste, mais ce que je peux garantir, ça c'est ce qu'on fait tout. Et ça veut dire la force police, le service de sécurité, l'armée, la défense, que tous les services vont au bout pour vraiment maximaliser cette sécurité de nous. Mais garantir à 100%, je pense que personne ne peut Les militaires qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils vont rester encore pour longtemps?
Parce que ça a un coût, hein, ça coûte de l'argent, c'est tout un dispositif. Ça coûte de l'argent, mais heureusement, les militaires sont toujours là, ou bien dans les rues, ou bien dans la caserne. Donc c'est justement les heures supérieures, les heures supplémentaires qu'on doit payer. Donc c'est faisable. Mais vous savez que l'utilisation des militaires dans les rues pour les protections, ça c'est lié avec le niveau de menace. On doit être au niveau de menace 3 ou 4, 3 ou plus haut, pour avoir ces militaires dans les rues. Donc si vous me demandez est-ce que ça va durer encore longtemps, vous me demandez est-ce que le niveau de menace 3, ça va durer encore longtemps. Et ça, je ne peux pas estimer pour le moment, mais moi j'espère, comme vous, je pense, qu'à un certain jour, un jour assez proche, qu'on peut diminuer ce niveau de menace. Très bien. Alors, on va parler toujours de ces services de sécurité. Certains se posent la question, puisque tout le monde sait que ce qui s'est passé à Paris trouvait ses origines en Belgique, et plus précisément à Molenbeek. Hein. Certains se posent la question, s'interrogent peut-être à juste titre, est-ce que nos services de sécurité ont bien fait leur rôle ? Est-ce qu'il n'y avait pas de défaillances au sein de nos services de sécurité, puisque apparemment ils n'ont pas démantelé ces réseaux Atom, ou bien ils n'étaient même pas au courant qu'ils existaient? Ils sont au courant qu'il existait des réseaux de terroristes et de Daesh dans notre pays. Ça, on sait aussi les liens de Paris avec Molenbeek et la zone de Canal ici à Bruxelles. Mais ce que je veux dire sur de nos services, quand on a fait cette attaque à Verviers, nos services étaient des héros. Pour tout le monde, aussi pour le monde international, j'ai reçu des félicitations de partout dans le monde, parce que nos services étaient très, très performants et ont attaqué cette cellule de Daesh. Et puis, quelques mois plus tard, ce seraient des héros. Moi, je n'y crois pas à ça. On passe de héros à zéro. Ça ne va pas en quelques mois. Donc non, ça je ne pense pas. Mais qu'ils font un boulot extrêmement difficile contre des terroristes qui sont bien formés, bien organisés. Ça c'est vrai. C'est un boulot extrêmement difficile. Et ça reste une affaire des hommes, des êtres humains. Donc ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent voir quelque chose peut échapper à leur radar. Ça c'est toujours possible. Ça on a vu ici en Belgique, mais aussi en France, aussi en Allemagne, parce que le boulot est extrêmement difficile. Et non, nos services sont performants, font ce qu'ils peuvent faire pour garantir cette sécurité. Alors certains observateurs ont évoqué le peu de moyens ou le manque de moyens dont dispose surtout la sûreté de l'État et d'autres services de sécurité. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'était le cas. Au début, quand le nouveau gouvernement arrivait, ça c'est ce que j'ai vu, et aussi mon collègue Koen Geens dans ses services, ministre de la Justice, ce que nous avons vu. Mais rappelez-vous que l'année dernière, déjà, le gouvernement a libéré 200 millions, et pour cette année-ci, de nouveau, on libère 400 millions pour faire ces investissements et pour augmenter le nombre d'agents dans ces services. Donc nous faisons vraiment ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes. Alors pour revenir à Molenbeek, dont étaient originaires plusieurs terroristes, ou plusieurs et également soutient ces terroristes. Alors ça, vous l'avez certainement dit, vous n'allez pas le nier. Je vais faire le ménage à Molenbeek. Oui. Ça a choqué aussi plusieurs personnes. Oui. Faire le ménage, on fait le ménage de quelque chose qui est sale. Mais c'est aussi Molenbeek, il n'y a pas que des terroristes, Monsieur le ministre. Non, heureusement. Il y a des quartiers de Molenbeek même. Mais je pense qu'on doit aussi dire les choses comme ils sont. Et quand moi j'entends de mon collègue en France les liens avec Molenbeek, je pense qu'on doit donner un signal aussi pour le monde. Pour les pays voisins, qu'on attaque le problème. Et j'ai toujours ajouté que je ne vais pas le faire moi-même, mais en collaboration avec les régions bruxelloises, en collaboration avec les différentes communes, parce qu'on ne parle plus seulement de Molenbeek, mais de zones de canal bruxellois, donc différentes communes. Donc on le fait en collaboration avec les pouvoirs locaux. C'est clair, je ne vais pas me mettre en place, mais qu'on doit dire il y a un problème. Je n'ai jamais dit que chaque habitant
habitant de Molenbeek est un criminel ou un terroriste, mais il y a quand même un grand nombre de Vous avez quand même combattants dit que vous allez contrôler chaque habitation. C'est-à-dire contrôler. Madame Skepmans, le bourgmestre de Molenbeek, nous a dit, nous, c'est le Premier ministre et moi-même, que même ils n'ont pas enregistré chacun qui habite à Molenbeek. Et encore une autre chose, ils ne connaissent même pas chaque unité d'habitation. Donc ça, c'est quelque chose, quand on parle d'une politique de sécurité, ça c'est quelque chose de base, de savoir où sont les adresses dans ma commune. Ça, c'est une défaillance de la commune. C'est une défaillance depuis des années, et maintenant, ensemble, l'administration communale de Molenbeek et mes services des affaires intérieures vont résoudre ces problèmes. Mais ça, je veux pas faire le procès du passé. Ça ne sert à rien. Il y a un problème et on va le résoudre. J'allais revenir sur ça parce que plusieurs personnes critiquent ce passé de gestion de Molenbeek, surtout la gestion de Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre. Est-ce que vous les rejoignez ou pas? Mais je veux pas aller dans ce débat-là parce que ça ne sert à rien. Je constate quelque chose sur le terrain et je vois comment on peut le résoudre. Ça, c'est mon boulot, mon responsabilité. Alors concrètement, comment ça se passe, cette collaboration avec la nouvelle équipe qui gère la commune de Molenbeek? Est-ce qu'ils vont justement vérifier chaque habitation pour savoir qui habite et faire un état mais réel? État réel, ils doivent inscrire les gens. Hein. C'est la responsabilité de chaque commune. Quand j'étais bourgmestre à Brascade et quelqu'un venait habiter à Brascade de nouveau, il devrait se présenter à la maison communale pour s'inscrire. Ça, c'est une procédure standard. Donc oui, les gens de Molenbeek sont formés par nos services des affaires intérieures, comment les registrer, comment on doit... quels renseignements on a besoin, et ils sont maintenant sur le terrain. Et ici, donc ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Très bien. Vous avez également, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, octroyé, je sais pas, vous avez débloqué un subside, je me rappelle bien, de plus ou moins 1 million d'euros que vous avez distribué à plusieurs communes, y compris pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Oui. Vous avez octroyé plus ou moins 100 000 euros à Molenbeek. Oui. C'est un petit montant pour lutter contre le radicalisme. Mais 100 000 euros. C'est-à-dire, on l'ajoute aux subsides existants déjà. Et avec ces subsides, ils peuvent engager 2 ou 3 fonctionnaires qui n'ont que à faire la déradicalisation. Donc oui, allez, c'est toujours, on peut toujours faire plus, hein, mais ici on a déjà doublé les subsides qui existaient. Alors, Salah Abdeslam est toujours en fuite. Oui, malheureusement, oui. Est-ce que vous avez des indications que vous pouvez nous faire ici sur Maghreb TV sur l'état d'avancement de l'enquête? Oui. Si j'avais de l'information, je pense que la police était en train de le rechercher maintenant. Donc non, c'est clair qu'on a perdu la trace et c'est très... C'est quand même fou, hein, monsieur le ministre. Oui. Il était là à Bruxelles. Oui, je peux constater. Donc moi, j'espère qu'une fois qu'on peut lui arrêter, qu'on peut refaire le film pour voir comment il s'est déplacé, qu'est-ce qu'il a fait, qui a aidé. Donc c'est ça, ce sont des renseignements, des informations qu'on doit vraiment avoir. Alors hier encore, il y avait d'autres perquisitions, toujours à Molenbeek. On a arrêté 2 personnes. C'est en lien direct avec les attaques de Paris? C'est dans l'enquête, mais le réseau est assez large. Donc oui, l'enquête continue encore et je dirais presque chaque jour, on fait des arrestations ou des requêtes dans des quartiers, pas seulement Molenbeek, on a aussi Schaerbeek et Bruxelles, donc c'est un peu partout. D'accord. Alors, le terrorisme, malheureusement, n'est pas l'apanage d'un seul pays ou d'une seule zone géographique. Hein. Le monde entier, aujourd'hui, malheureusement, est concerné. Et puis, c'est un fait aussi, on ne va pas le nier, plusieurs personnes arrêtées ou impliquées dans ces attaques terroristes sont d'origine marocaine, sont soit des Françaises ou des Belges d'origine marocaine. Alors, j'imagine que pour peut-être avancer dans vos enquêtes, qu'il y a une collaboration avec les services de sécurité marocains. On a appris qu'il y a quelques jours, les services de sécurité marocains ont arrêté un terroriste. Belgo-marocain qui était réfugié à Mohammedia, près de Casablanca. Oui. C'est également en lien avec
les perquisitions et l'enquête que vous menez ici? Mais c'est difficile pour moi de dire quelque chose de l'enquête parce que c'est pas ma compétence. Mais c'est une vraie preuve de collaboration qui est extrêmement bien entre les services au Maroc et chez nous. Moi, j'ai visité 2 fois le Maroc et mon homologue, M. Assad, et on s'entend très, très bien. Je lui ai invité pour revenir en Belgique aussi pour juste approfondir encore cette collaboration. L'échange des informations, des données, ça va très bien. Même, on fait un échange entre nos forces policières. J'étais présent au début d'une formation pour un grand nombre de nos policiers en Maroc et les Marocains vont aussi venir en Belgique. Alors ça, c'est important. Donc, est-ce que nos policiers sont déjà partis au Maroc ou bien ils vont partir pour faire une formation au Maroc? Ils ont déjà eu une formation là-bas. À quand ça? C'était le jour que j'étais là, je pense. Il y a quelques mois déjà? Il y a quelques mois déjà, oui. Et donc, c'est une formation qui concerne... Mais le Maroc a une expérience excellente dans le domaine de déradicalisation. Et donc, c'est entre autres cela. C'est aussi le moyen comment ils peuvent communiquer avec certaines personnes. Et donc là aussi, ils ont eu ces techniques de communication. Ils vont venir... donc d'autres policiers marocains, cette fois-ci, vont venir ici? Vont venir aussi. Et on va visiter. C'est une collaboration avec quatre villes. C'est Bruxelles, c'est Anvers, c'est Verviers, c'est Malines. Et donc ils vont aller un jour dans chaque Très ville. bien. C'est nouveau, ça, c'est original. Ça concernerait combien de policiers? Mais, vous avez une idée ou pas? L'auditorium que j'ai visité là-bas, c'était donc moitié belge, moitié marocain. C'était quand même 120, 150 policiers. Non, c'est très intéressant. C'est important. Alors, dans le cadre de cette collaboration entre les services de sécurité, on se rappelle que suite aux attentats de Paris, le roi Philippe a téléphoné au roi du Maroc pour lui demander de renforcer encore peut-être cette collaboration, parce que c'était quelque chose de souhaitable pour les deux pays. Les choses vont bien, alors vous nous confirmez que... Oui. Le cas spécifique là, c'était échange d'informations entre nos services de sécurité, et donc ça a immédiatement... Moi j'ai lu certaines presses ici en Belgique que... parfois, les services de sécurité ou de renseignement marocains estiment qu'il n'y a pas une grande reconnaissance de leurs homologues belges dans le travail et l'échange d'informations qui se fait entre les deux pays. Ils regrettent que, par exemple, dans certaines déclarations, on remercie plus leurs homologues français et on ne donne aucune indication ou bien on ne fait aucune déclaration vis-à-vis de leurs homologues marocains. Ils se disent, voilà, nous, on collabore de bonne foi, avec de la bonne volonté. Il n'y a même pas un merci. Ah oui. Est-ce que vous avez entendu ça ou pas? Non, je n'ai jamais entendu ça, mais maintenant, je vais me renseigner et je vais certainement corriger ça si c'est vraiment le cas. C'est bien. Alors... dans le cadre de ce renforcement de collaboration, bien sûr, ça ne concerne pas que l'échange de l'information. Alors, j'ai appris qu'il y a une délégation belge qui va se rendre bientôt au Maroc et à sa tête le Premier ministre belge, Charles Michel. Oui, c'est le Premier ministre, c'est le secrétaire d'Asile et Migration, Theo Franken et moi-même, qui vont de nouveau, pour Theo et moi, ça c'est la 3e fois, et pour le Premier ministre, la première fois, qui vont de nouveau au Maroc, et là pour signer une Memory of Understanding, donc une lettre où on va voir que on peut des Marocains qui sont ici sans papier, qu'on veut identifier, on va donc organiser cette collaboration avec le Maroc pour que dans un délai de 45 jours, on reçoit les informations sur base d'empreintes digitales. Et après, peut-être, pour faciliter leur refoulement vers le Maroc. Dans le cas de séjours irréguliers, ça c'est le but, oui. Et donc la mission au Maroc sera pour bientôt? Fin février? La mission de nous vers Maroc, c'est fin février, mais j'ai aussi invité, à cause de notre dernière visite à Maroc, j'ai aussi invité mon homologue, M. Assad, de venir en Belgique, et on est en train aussi d'organiser ça. Ça pour vous prouver que la collaboration, et on sent très bien. D'accord. Mais alors c'est bien, mais certains auraient aimé que cette collaboration concerne peut-être d'autres champs d'activité
pas que le sécuritaire, peut-être une collaboration plus économique, culturelle, Oui. ou bien ça existe déjà, je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, mais vous savez que nous sommes un pays complexe et par exemple la culture, ça c'est pour les communautés, donc c'est toujours complexe chez nous. Maintenant, notre intérêt et l'intérêt du côté du Maroc, le plus important, c'était le terrorisme et l'immigration, mais cette collaboration peut continuer parce que nous sommes des pays amicaux et des amis doivent collaborer ensemble. Monsieur Yanni Mboun, maintenant tout le monde parle de la lutte contre le radicalisme et la radicalisation ici en Belgique. Est-ce que, je ne sais pas, Yanni Mboun a ses propres idées pour lutter contre le radicalisme avec votre expérience? Je pense qu'on doit montrer des exemples d'intégration qui sont vraiment un succès. Il y a tas d'exemples et dans quelques semaines, on va de nouveau avoir cette Diwan Awards où la communauté belgo-marocaine donne des Oscars pour les gens qui ont vraiment réussi dans notre société. J'étais là l'année dernière et je vais de nouveau être présent pour cette année parce que je trouve ça un exemple extraordinaire de collaboration et d'intégration dans... Il y a des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Beaucoup plus. Il existe et on doit les mettre aussi devant les caméras parce que ça peut motiver des gens en disant que oui, vous avez des chances dans notre société, prends-le, travaillons ensemble, que vous pouvez réussir dans notre société. Ça, c'est notre invitation et je pense qu'on doit faire tout pour réaliser ça. Alors, mais quand on parle aussi de la communauté musulmane, la représentation devant les institutions officielles belges, qui est l'exécutif des musulmans de Belgique, certains critiques font le constat que cette institution, pour l'instant, il est démuni, il est fragile, il est miné par des luttes internes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de peut-être trouver autre chose que de soutenir une institution qui jusqu'à maintenant n'arrive pas à se mettre debout? Mais on a déjà fait plusieurs efforts et pour le moment, ça c'est la compétence du ministre de la Justice, M. Koen Geens, et je sais qu'il est en train de trouver une solution pour ça, parce que nous aussi, comme gouvernement, si on a un partenaire de communication qui vraiment représente toute la communauté musulmane, pour nous aussi, ça facilite la vie, ça facilite la communication et l'échange d'idées. Donc, Koen Geens est en train de voir comment on peut résoudre ça et avoir un exécutif qui est vraiment représentatif pour la communauté musulmane. Alors, avant de terminer, peut-être deux critiques de la communauté musulmane, parce que j'entends un peu, je fais un peu le représentant de cette communauté. Comme vous l'avez très bien dit, la majorité absolue de la communauté musulmane, belgo-musulmane, ici, n'approuve pas ce qui s'est passé, condamne le terrorisme et le radicalisme, mais ils font deux critiques à votre gouvernement et aux politiques de manière générale. Okay. Je vais vous citer la première, vous êtes là pour défendre votre gouvernement. D'abord, c'est qu'on a laissé partir ces jeunes vers la Syrie. C'est ça la première critique. On entend souvent dire que ce n'est pas normal que l'État n'était pas au courant que des départs vers la Syrie à partir de l'aéroport de Zaventem via la Turquie, et ce n'est pas normal que l'État n'était pas au courant. Et ils soupçonnent que, pour je ne sais pas quelle raison, l'État a laissé faire. Peut-être pour se dire, bon débarras, si ces jeunes veulent se faire tuer ailleurs, et ils sont radicaux, qu'il aille se faire sauter ailleurs. Est-ce que vous avez entendu cette critique? Oui, savez-vous répondre à ça? Oui, j'ai déjà entendu cette critique et on y a fait aussi quelque chose avec cette critique. Pour prouver que ça, ce n'est pas la politique de laisser les partir et on a fait une de mesures qu'on a décidé et qu'on a déjà voté au Parlement et que j'ai fait un arrêté royal. Donc le cadre législatif est fait, est fini, que je peux retirer des cartes d'identité des gens, des jeunes, des adultes aussi, où on sait qu'ils sont en train de se préparer pour aller en Syrie. Donc si on reçoit le signal par la police, par les services sociaux, par les parents, je peux retirer la carte d'identité et à ce moment-là, ça devient difficile de travailler. Au début, il n'y avait pas un moyen juridique pour empêcher ces jeunes de partir, parce que quand même, il y avait des adolescents,
des mineurs qui, par 15 ans, 16 ans... Ah oui, mais ils ont Syrie. tous une carte d'identité. Et ça, on ne savait pas... Et ça je peux... on ne savait pas faire. Non, donc on a appris quelque chose et on a pris... Vous avez réagi. On a pris cette mesure depuis. Mais je pense qu'ici, on a une responsabilité mutuelle. Ce sont les parents, c'est la communauté, mais c'est aussi le gouvernement. Parfois, les parents n'étaient pas au courant que leur fils partait en Syrie. Mais ils demandent que le gouvernement serait au courant. Et donc je pense que là, c'est une responsabilité mutuelle. Deuxième critique, le laxisme de notre État. Parce que certains trouvent que ce n'est pas normal que dans une commune ou dans un quartier, n'importe qui ou n'importe quel groupe, il peut venir du jour au lendemain ouvrir une mosquée ou une ASBL religieuse ou une mosquée ou un centre de prière dans 45, 60, 80 mètres carrés. Oui. Je me dis, est-ce que c'est normal ? Oui, mais ça vous touchez aux valeurs, les vraies valeurs de notre société. On a cette liberté de penser, liberté d'expression, liberté aussi de réunion. Donc ce sont des valeurs de base de notre société et on ne veut pas y toucher. Mais une fois que, donc ouvrir une mosquée, là, ce n'est pas un crime, heureusement. Mais dès qu'on a des prêcheurs de haine dans les mosquées, dès que le freedom of speech, la liberté de parler devient à provoquer les gens et à leur engager pour des actes violents en Syrie, là, la liberté arrête. Et ça, là, on veut vraiment Donc vous êtes intervenir. pour un contrôle a posteriori, mais pas a priori. A posteriori, mais aussi quand ces mosquées sont là et on a un signal que quelque chose se passe, on doit intervenir. Mais nous sommes une société libre, donc oui, on a une liberté de religion, liberté de partir, et on ne veut pas changer ces valeurs de base de notre société. Alors, est-ce qu'il y a maintenant, pour évacuer cette question, est-ce qu'il y a des mosquées où on prêche le radicalisme ? Est-ce que ça existe encore ou bien... Parce que certains disent que ces jeunes qui partent n'ont rien à voir avec les mosquées, ils se sont radicalisés sur YouTube. Les mosquées sont innocentes, on leur fait un procès d'intention. Mais ça, c'est ce que beaucoup de parents, plutôt les mères, me disent qu'à certains moments, leurs jeunes, qui sont partis en Syrie, mais à certains moments dans le processus, ils ont arrêté d'aller encore avec eux aux mosquées. Ils ont recherché, ou bien d'autres endroits, des ASBL, ou sur l'Internet. Et donc les mosquées reconnues, le danger, je pense, le danger n'est pas là. D'accord. Alors, l'information que je retiens de notre entretien, c'est votre prochain voyage au Maroc conduit par Monsieur le Premier ministre Charles Michel et votre collègue Theo Franken, ministre de l'Asile et de l'Immigration, et vous-même, pour renforcer justement cette collaboration sécuritaire avec le Maroc. Un dernier mot... Fin février. Fin février, bien sûr. Un dernier mot, Monsieur Yann Bonne, pour rassurer nos concitoyens musulmans qui parfois se sont un peu pointés du doigt par rapport à ce qui s'est passé. Mais allez, j'espère que dans toute mon communication, que je ne pointe pas avec le doigt la communauté musulmane. Je pointe avec le doigt les extrémistes violentes, les gens qui veulent vraiment mettre en cause nos valeurs de société. Donc j'invite la communauté musulmane de travailler, de collaborer ensemble, de se combattre ensemble contre ces extrémistes, parce que je pense que la communauté musulmane, ce sont les premières victimes de ces extrémistes. Je vais juste réagir par rapport à ça, parce que tout à l'heure j'étais avec un responsable d'une mosquée ici à Bruxelles, et je lui ai demandé justement s'il y avait un contact avec les services de sécurité. Il m'a dit qu'il n'y a pas de contact. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être, je ne sais pas qui dans votre ministère ou bien autre, d'avoir peut-être des personnes relais qui pourraient avoir des contacts avec les responsables de mosquées pour échanger justement l'information? Oui, c'est une bonne suggestion, mais normalement, la sécurité de l'État vient sur le terrain s'il y a un problème. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une mosquée, ce n'est pas parce qu'on a une église ou quelque chose d'autre que la sécurité de l'État doit intervenir. C'est quand on est au courant d'un problème, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir. Donc, on ne va pas faire un débat, mais ce n'est pas nécessairement qu'il y a un problème qu'on doit établir un contact, c'est peut-être juste pour s'échanger les informations, rester en contact, c'est juste avoir des personnes relais. Oui, et je pense que ça c'est très utile aussi, et ça c'est une des responsabilités du pouvoir local, les communes et les zones de police, pour avoir cette contact. Si la sécurité de l'État doit contacter tous le niveau local,
qui doit garantir ça. Très bien. Monsieur le ministre de la Sécurité des Affaires intérieures, c'est révélateur peut-être pour le prochain gouvernement. On sait jamais. Ministre des Affaires internationales. Merci beaucoup, monsieur Yann Yann-Bonne, de votre participation. C'était un plaisir. Quant à moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, إلى اللقاء مع السلامة.